Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. Les centres sociaux face à une nouvelle problématique sociale. Robert Durart. Espace de proximité et résolution de la question sociale, l'expérience des centres sociaux. Questions sociales et espace de proximité. Quand peut-on parler de questions sociales ? Quand une partie significative de la population est victime de phénomènes de pauvreté et de marginalisation, non pour des raisons accidentelles ou naturelles, mais en raison du fonctionnement structurel de la société. Le concept a été inventé au cours du XIXe siècle, pour dire ce qu'était la question ouvrière. La question des conditions de vie et du statut social de la population des salariés de base de la nouvelle économie issue de la révolution industrielle en régime capitaliste. On a utilisé les termes de social et de question sociale pour définir et penser la question ouvrière. De façon plus générale, semble-t-il, il y a question sociale quand une catégorie entière d'acteurs sociaux n'ont pas le niveau de vie auquel peut normalement prétendre tout membre de la société vu le développement de celle-ci, le niveau de vie matériel, culturel, social, et quand cette catégorie tout entière n'a pas accès à l'ensemble des échanges, là aussi économiques, culturels, sociaux et politiques. Et ceci, non par un cumul d'accidents individuels, mais du fait même du fonctionnement de la société. Il y a à la fois fracture sociale et dysfonctionnement social. Au XIXe siècle, ce qui est en cause, ce ne sont pas des marginaux, des gens handicapés qui ne peuvent pas prendre part à l'activité de production et d'échange, une somme de cas individuels d'accidentés de la vie, de l'âge, de la maladie, de l'ignorance, c'est une classe entière de travailleurs, d'actifs qui jouent un rôle central dans la nouvelle économie. Comme l'a écrit Robert Castel dans son ouvrage « Les métamorphoses de la question sociale ». Une chronique du salariat. La question s'est formulée à partir de la contradiction présente au début de l'industrialisation et mise en scène à travers les descriptions du paupérisme. L'existence de populations placées à la fois au cœur de l'appareil productif, puisqu'elles sont le fer de lance de l'industrialisation, et quasi exclues de la société, désaffiliées par rapport aux normes collectives et aux modes de vie dominants. Comment instaurer une relation forte d'appartenance sociale pour ces populations poussées aux marges par l'industrialisation sauvage ? Résoudre la question sociale ainsi posée, c'est bien sûr permettre à la classe ouvrière d'accéder durablement au niveau de vie auquel peut prétendre tout membre de la société vu la richesse produite, mais c'est aussi mettre un terme à son exclusion, à sa situation en marge du fonctionnement des institutions qui structurent et animent la société. Comme l'avait écrit dès 1849 Marie Dagout dans le livre qu'elle publia sous le pseudonyme de Daniel Stern, Histoire de la Révolution de 1848. Le prolétaire demande l'instruction, le travail bien tempéré, le loisir nécessaire à la vie morale, cette part dans les fonctions sociales qui relie dans une vie commune les existences isolées et fait des habitants d'un même pays les citoyens d'une même patrie. La question sociale n'est pas un phénomène d'essence locale, mais un phénomène général, contrairement à la pauvreté individuelle, un phénomène qui a des causes structurelles. Pour résoudre une question sociale, il faut agir sur les structures de la société et donc intervenir au niveau des institutions qui peuvent donner prise sur ces structures. Ce n'est pas le cas des institutions locales. Mais l'espace local est l'espace dans lequel est le plus souvent enfermée l'expérience de la vie et de la société, qu'ont ceux affectés par la question sociale. C'est le seul espace où la plupart d'entre eux peut entrer en interaction avec les autres, la société, le monde. L'espace qu'ils peuvent le plus facilement maîtriser, individuellement et collectivement. C'est un des paradoxes de la question sociale, et c'est une des dimensions du phénomène qu'il faut prendre en compte toutes les fois où on prétend résoudre une question qui est une question sociale. C'est ce qu'ont fait dès l'origine les centres sociaux. Les centres sociaux et la question sociale. Les centres sociaux apparaissent à la fin du XIXe siècle, au moment où l'on invente la plupart des mesures qui vont contribuer, sinon à résoudre radicalement la question sociale, du moins à en résorber peu à peu les conséquences. Ensemble de mesures qui constituent initialement le social. Mais pour contribuer à ce processus de résolution progressive de la question sociale, les pionniers des centres sociaux font un choix original. Ils ne choisissent pas d'agir au sein des entreprises ni au sein des instances politiques.
Ils s'engagent sur le terrain de la vie résidentielle et développent une action de proximité. Les raisons de ce choix sont multiples, mais ce qui sera le plus décisif pour l'avenir du projet, c'est leur intuition que dans cet espace se jouent des enjeux essentiels. La proximité, le cadre de vie résidentiel, c'est d'abord l'espace de l'économie domestique, c'est-à-dire celui de l'usage effectif de l'ensemble des biens produits en principe, pour que tout homme puisse en user en réponse à ses besoins. C'est là, en fait et pour les victimes de la question sociale en particulier, que se vérifie si la production et la distribution permettent bien à l'activité humaine d'atteindre son objectif, la satisfaction des besoins et des désirs légitimes de tous. C'est l'espace où l'on peut faire que la majorité des citoyens optimise l'usage des biens et services produits par la collectivité pour ses membres. C'est l'espace où les familles populaires vivent et tentent de résoudre au jour le jour leurs problèmes de logement, d'alimentation, d'éducation et de scolarisation des enfants, mais aussi les problèmes du temps libre et ceux du développement culturel des adultes. La proximité, c'est aussi l'espace où les plus démunis, les plus faibles, les gens ordinaires, peuvent le plus facilement participer à des activités d'échange et d'implication. Les mieux armés, les plus forts, les plus riches, ceux qui ne sont pas au cœur de la question sociale, peuvent accéder aux espaces supérieurs, s'impliquer dans le fonctionnement des instances départementales, régionales, nationales, internationales. Les niveaux supérieurs de l'organisation de la société sont tout naturellement contrôlés par les classes dominantes, qui maîtrisent aisément les moyens de communication au-delà du contact direct, immédiat, quotidien. Les hommes et femmes des milieux populaires ne peuvent contrôler ensemble que leur espace de proximité. C'est là que se maîtrise collectivement l'action, c'est là que les inorganisés peuvent accéder à l'organisation, c'est là que s'amorcent les processus d'auto-formation. Pour toutes ces raisons, c'est là que les inventeurs du centre social ont choisi d'agir. Le centre social est un dispositif d'action établi dans cet espace, avec des moyens d'action, des locaux, du matériel, mais aussi les compétences de professionnels, nécessaires pour permettre aux habitants d'améliorer ensemble leur travail de gestion du quotidien. Car c'est l'autre option fondamentale du centre social. Travailler dans l'espace de proximité, travailler dans le champ du quotidien, mais pas travailler à la place de ne pas faire pour les habitants, mais permettre aux habitants d'agir solidairement à la résolution de leurs problèmes, leur permettre de devenir acteurs du fonctionnement de la société, au moins à ce niveau élémentaire. L'invention, l'animation, la gestion des activités et services du centre social offrent 1000 opportunités à l'implication des habitants dans la vie sociale, condition première de la résolution de la question sociale, comme l'avait compris en 1848 Marie Dagout. Un rendez-vous manqué avec le monde ouvrier. Les inventeurs du centre social, à la fin du XIXe siècle, agirent en ordre dispersé. C'est au lendemain de la Première Guerre mondiale qu'ils prirent conscience de leur convergence, et qu'ils se regroupèrent dans une fédération des centres sociaux de France, avec pour premier objectif de faire connaître et de diffuser le mode d'intervention qu'ils avaient inventé. Dans la période d'entre-deux-guerres, leur succès fut très limité. Le modèle de centre social ne reçut aucune véritable consécration officielle, et le nombre de centres resta très modeste alors que l'action sociale et le travail social se développèrent de plus en plus. Surtout, et c'est l'échec majeur de la génération des pionniers du centre social, ils ne rencontrèrent pas de véritable écho du côté du monde ouvrier auquel ils entendaient se consacrer. Le mouvement ouvrier et ses leaders ne s'approprièrent pas l'outil qu'on leur proposait. Un incident illustre bien ce rendez-vous manqué. Marie-Jeanne Bassot, responsable de la résidence sociale de Levallois-Perret, qu'on considère à juste titre comme le centre social pilote de cette période, commenta ainsi la tenue d'une assemblée générale de la résidence. Vous pensez peut-être qu'il n'y avait pas d'ouvriers dans cette assemblée parce que vous n'y avez pas vu d'hommes en casquette, mais uniquement des hommes en chapeau. Mais précisément, ces hommes en chapeau étaient des ouvriers qui, en fréquentant le centre social, ont adopté une autre façon de se vêtir. Ce que Marie-Jeanne Bassot considère comme un succès de l'action de la résidence est à mon avis le révélateur de son échec. Le centre social n'attire pas le monde ouvrier et ne permet pas à ses leaders naturels de se révéler. Il n'obtient l'engagement que de ceux qui, dans la classe ouvrière, sont à la recherche d'une promotion individuelle par assimilation au modèle bourgeois. Ces promotions individuelles et sélectives ne peuvent résoudre la question sociale,
car celle-ci a une dimension structurelle et collective. On ne peut vider l'océan avec une petite cuillère. Comment expliquer cet échec ? Il s'explique pour une part du fait des choix militants du monde ouvrier. À cette époque, le mouvement ouvrier n'investit pas le champ du quotidien, des conditions de vie des familles ouvrières, du cadre de vie et de l'organisation des loisirs. Il cherche en priorité à s'imposer dans ses rapports avec le patronat au sein des entreprises par l'action syndicale, et dans le champ politique à travers les partis ouvriers. Il faudra des avancées significatives dans ces deux champs prioritaires pour que le mouvement ouvrier s'engage résolument sur d'autres fronts, et cela se fera très progressivement après la victoire du Front populaire, et surtout au lendemain de la libération. Mais les causes de l'échec semblent être à chercher principalement dans la façon dont les pionniers développèrent leur action dans les centres sociaux. Le centre social à leurs yeux était d'abord un outil d'éducation populaire, et de fait on y faisait de l'éducation physique, du sport, du théâtre, de la musique, du chant, de la danse, de la lecture, des cercles d'études. Mais le centre social n'est pas un lieu d'expression et d'enrichissement de la culture ouvrière. C'est un lieu où on tend à faire accéder les gens du peuple à la seule culture véritable, la culture qui est pour le moment l'apanage des milieux bien pensants et de la bourgeoisie. On fait du théâtre classique. On réprouve la chansonnette et le bal, on enseigne le chant et la danse classique. Quand on fait la fête, ce n'est pas la fête du quartier, la fête populaire, le lieu de la convivialité ouvrière, c'est la fête de la maison telle que la conçoivent les permanentes issues de la bourgeoisie et de l'aristocratie, et les dames de la bonne société qui les patronnent. Et dans ce contexte, les hommes abandonnent la casquette et adoptent le chapeau. Les promoteurs du centre social ont ignoré le fait qu'il n'y a pas de culture universelle. Chaque population développe une culture qui reflète ses conditions de vie et son expérience du monde, une culture qui est constitutive d'identité pour chacun et pour le groupe tout entier. La rencontre interculturelle se fait à partir et au-delà des cultures singulières. Comme le développement social, le développement culturel doit être avant tout endogène. Autre erreur, la volonté d'instaurer d'entrée de jeu la paix sociale, de réaliser dans le centre la fraternité entre toutes les composantes de la société en ignorant la dimension conflictuelle des rapports sociaux. Cet irénisme, ce refus a priori de la lutte des classes sont illusoires. La classe ouvrière, pour transformer ses conditions d'existence et son statut social, doit mener un combat sur plusieurs fronts, un combat syndical dans l'entreprise et le champ social, un combat politique dans la cité. Pour tenter de résoudre la question sociale, il faut développer le droit du travail, il faut développer les assurances sociales, le logement social, le tourisme social, et pour cela, il faut que les ouvriers et leurs organisations représentatives aient voix au chapitre, pas seulement dans le centre social et dans le champ du quotidien, mais dans tous les autres champs. Les pionniers du centre social sont convaincus qu'il faut instaurer plus de justice dans le jeu social et politique. Ils espèrent en convaincre les futurs cadres qui viennent comme bénévoles travailler avec eux dans les centres. Mais ils semblent ignorer que pour obtenir réellement cette justice, le monde ouvrier doit faire jouer des rapports de force, quelle que soit par ailleurs l'égalité et la solidarité qui s'expriment dans le centre social et les rapports de voisinage. Au lieu d'une maison où on apprend à des ouvriers à porter le chapeau, le centre social devrait être une école où se forment des militants capables d'aider au jour le jour à la prise de conscience du monde ouvrier, et de le rendre capable de s'engager plus lucidement dans les autres champs d'action. Les pionniers des centres sociaux, comme beaucoup d'autres acteurs du social naissant, refusent la lutte des classes et militent pour la réconciliation des classes, la paix sociale. Pourtant, ce refus du conflit, cet irénisme n'est pas aussi absolu qu'ils veulent le faire croire. Ils ne s'opposent pas à toute forme de guerre entre frères humains, entre enfants de Dieu. Leur engagement patriotique dans la Première Guerre mondiale fut le plus souvent sans réserve. Pour eux, la guerre conduite par leur patrie est une guerre juste, ce que n'est pas l'engagement du mouvement ouvrier dans la lutte des classes. À leurs yeux, l'ordre social tel qu'il existe est un ordre naturel, conforme à la volonté de Dieu. L'autorité des patrons dans l'entreprise est légitime, elle doit être respectée de même que le droit de propriété dès lors que les ouvriers reçoivent un juste salaire. Que l'autorité du patron ne déborde pas du cadre de l'entreprise et ne prive pas les ouvriers du droit de participer au fonctionnement de la cité. Que la charité,
la fraternité imprègne les rapports sociaux comme ils tentent de le faire dans le centre social. La lutte des classes dont se réclament la plupart des leaders du monde ouvrier n'est pas un combat légitime. Il faut œuvrer au contraire à la réconciliation des classes, et c'est la raison d'être du centre social. Le monde ouvrier et les responsables du mouvement ouvrier ne peuvent adhérer à un projet obéissant à de tels présupposés quelle que soit l'utilité qu'ils reconnaissent par ailleurs au service rendu par le centre aux familles populaires, et le respect que leur inspire tel ou tel responsable de centre. On sait par exemple que la municipalité socialiste de Levallois-Perret donna le nom de Marie-Jeanne Bassot à une rue du quartier au lendemain de sa mort en décembre 1935. Enfin, il y a eu de la part des pionniers, et quelle que soit par ailleurs l'incontestable sincérité de leur engagement, une erreur dans leur recherche d'une implication des habitants dans l'action quotidienne des centres, erreur assez fréquente chez ceux qui recherchent la participation des habitants. Ils sont arrivés avec leur projet, avec leur idée de ce à quoi il fallait aboutir, et ils ont cherché à faire partager leur projet par les habitants, à les faire s'engager avec eux dans l'action nécessaire pour le réaliser. Il n'y a pas, dans le centre tel qu'il l'anime, de véritable espace pour des projets originaux conçus par les habitants. Or, la démarche à suivre serait celle qui consiste à aider les habitants, individuellement et surtout collectivement, à concevoir des projets conformes à leurs aspirations, des actions conformes à leurs capacités et manières de faire, et à amener ces projets à maturité. Amener un projet à maturité, c'est en faire un projet collectif partagé par tous ceux qui, dans le voisinage, ont les mêmes besoins et les mêmes attentes. C'est le négocier avec le reste de la société et avec les responsables de la collectivité, ce qui suppose qu'on le rende compatible avec les intérêts du reste de cette collectivité. C'est enfin s'impliquer dans la réalisation et la gestion des moyens nécessaires à l'action. C'est à cette condition que l'on fait peu à peu des habitants de la proximité les citoyens d'une même cité, comme l'écrivait Marie Dagout en 1849, et qu'on contribue à ce niveau, le premier et le plus accessible à tous, à mettre fin à l'exclusion. Les promoteurs des centres sociaux n'ont pas atteint leur objectif dans la première période de l'histoire. Il a fallu attendre les années 1950 à 1980 pour que des habitants s'approprient effectivement le dispositif d'action qu'on leur proposait. Le temps des militants, années 1950 à 1980. Les 30 Glorieuses ont vu s'améliorer la condition ouvrière. La montée du niveau de vie a été très progressive, à partir des temps difficiles de l'occupation. Mais fait plus significatif encore de cette amélioration est l'entrée multiforme du monde ouvrier et de ses représentants dans le jeu social. Les partis ouvriers sont partout présents dans le champ politique. Les syndicats sont des partenaires incontournables dans les négociations et les rapports sociaux. Ils sont présents dans les conseils d'administration des organismes de la sécurité sociale. Dans le cadre des comités d'entreprise, ils vont devenir gestionnaires des œuvres sociales initialement créées par le patronat. S'étant imposé dans le champ du politique et dans le champ du travail et des rapports sociaux, le mouvement ouvrier s'engage de plus en plus dans le champ du quotidien et l'action de proximité. Ce que certains ont appelé le syndicalisme du cadre de vie. C'est là que se joue toujours une part de l'amélioration des conditions de vie des familles populaires. C'est là aussi que se manifeste un nouvel aspect de la question sociale, l'explosion de l'espace urbain. La plupart des villes doivent faire face à la croissance accélérée de leur population, consécutive à l'évolution du système de production qui réduit l'emploi dans les campagnes et le développe dans les villes. Pour sa part, le baby-boom amène les familles à demander des logements plus grands. Il faut construire, et ce ne sont pas les centres-villes qui se densifient et s'étendent, ce sont de nouvelles banlieues qui se créent, les grands ensembles. Des tours et des bars plantés sur des espaces verts et vides. Plus de rues, plus de places, peu de commerces, peu d'équipements, peu ou pas de lieux de vie, pas de transport en commun pour relier les nouvelles banlieues au centre-ville, surtout en soirée, aux heures de spectacle et de réunion. Très vite, la satisfaction d'être logé, et plutôt mieux que dans l'habitat ancien, fait place au malaise que suscite ce cadre sans vie. Dans ces nouveaux quartiers, on trouve la classe ouvrière, mais aussi le monde des employés en pleine expansion avec le développement du tertiaire, et ce qu'on appellera les nouvelles classes moyennes, les techniciens, les cadres, les travailleurs intellectuels. La question sociale n'est plus seulement la question ouvrière.
une classe exclue de la prospérité et de la vie sociale. C'est la vie sociale qui fait défaut à un moment où le développement du temps libre en rend le besoin plus général, et c'est un ensemble complexe de populations qui est privé des commodités de la vie urbaine. Pour mettre fin à cet état de choses, il faut équiper et animer les nouveaux quartiers. Le centre social va être un des dispositifs choisis à cet effet. Les pouvoirs publics, qui l'avaient pratiquement ignoré, préconisent son développement. Mais ce sont surtout les habitants des nouveaux quartiers qui vont se l'approprier. Le rendez-vous manqué de l'entre-deux-guerres s'opère dans les années 60 à 70. Les partenaires ne sont plus les mêmes. Ce ne sont plus des membres de la grande bourgeoisie et de l'aristocratie qui viennent au-devant des habitants des quartiers populaires. Ce sont les responsables des administrations publiques, des collectivités locales et des organismes de sécurité sociale, en particulier des caisses d'allocation familiale et des caisses de la mutualité sociale agricole, qui ont le souci d'équiper et d'animer les nouveaux quartiers et les zones rurales en mutation. Du côté des habitants, il y a les militants ouvriers, en particulier les militants des mouvements familiaux mais aussi les représentants des nouvelles catégories sociales. Tous, solidairement, sont bien décidés, non seulement à demander la création d'équipements et de services de proximité, mais à les prendre en main. Ce dont avaient rêvé ces inventeurs, le centre social de ce nouvel âge le réalise. Le centre social développe des activités et des services nécessaires pour résoudre les divers problèmes qui se posent au quotidien, dans la vie des habitants. De ce fait, il contribue directement au mieux-vivre de la population. Mais à travers le fonctionnement des activités et des services, à travers la gestion et l'animation de l'équipement, les gens ordinaires, les simples habitants, apprennent à socialiser leurs attentes et leurs désirs, à les traduire en projets collectifs menés jusqu'à leur terme en négociant et en gérant les moyens nécessaires. Ils y sont aidés par des professionnels, qui sont souvent aussi des militants, et des bénévoles militants qui ont une vision d'ensemble de la réalité sociale, qui sont aptes à faire le lien entre ce qui se passe dans l'espace de proximité, les problèmes de la vie quotidienne et le fonctionnement global de la société. L'équipement de proximité est un lieu de vie sociale et d'amélioration de la vie quotidienne, mais il est aussi un lieu ouvert sur les autres espaces et les autres champs où se joue la résolution de la question sociale dans ses aspects structurels. Certains de ces habitants qui s'impliquent dans l'animation et la gestion des centres sociaux et des fédérations locales et nationales qui les regroupent, sont également actifs dans la vie syndicale et la vie politique. Pour d'autres, l'engagement dans le centre social est le point de départ d'une vie militante diversifiée. Plus généralement encore, la participation à la vie des centres, des quartiers et des pays permet d'acquérir peu à peu une intelligence plus avertie des problèmes de la cité. Le centre social joue ainsi pleinement le rôle d'école du citoyen que lui assignaient ses inventeurs. Et aujourd'hui, le passé des centres sociaux et ce qui s'est produit à certains moments de leur histoire peut nous aider à réfléchir sur la contribution des équipements de proximité à la résolution aujourd'hui de la ou des questions sociales. Précisément, qu'en est-il aujourd'hui de la question sociale ? De toute évidence, la question sociale n'est plus ce qu'elle était, elle semble plus complexe et peut-être plus radicale. On peut identifier au moins 3 composantes de cette nouvelle question sociale. La mutation du système de production avec la fin de l'ère industrielle et la mondialisation des échanges. Le monde du travail ne s'identifie plus massivement au monde ouvrier, et les problèmes qui s'y posent ne sont plus ceux que l'invention et le développement du social ont permis plus ou moins de résoudre hier. Le changement du phénomène de l'immigration. Il a pris plus d'ampleur, il affecte beaucoup plus de régions, et surtout il a changé de nature. Aux populations d'origine européenne qui constituaient l'essentiel des nouveaux habitants des quartiers populaires, ont succédé des populations venant d'autres univers culturels, et cela rend l'acclimatation des immigrés à leur nouveau cadre de vie beaucoup plus difficile et problématique. Les 2 phénomènes interfèrent et se combinent dans un contexte de crise de civilisation. Au cours des dernières décennies, ont été remis en cause plus ou moins radicalement toutes les visions du monde et tous les systèmes de valeurs traditionnels. Les acteurs sociaux ne savent plus trop vers quel avenir ils peuvent ou ils veulent aller. Les générations adultes en particulier ne savent plus trop quel art de vivre, quelles règles et quelles raisons de vivre transmettre aux générations montantes.
Il n'y a en tout cas plus de consensus ni de convergence en ces domaines. Les perspectives sont brouillées, ce qui accroît le désarroi des populations issues de l'immigration et rend incertain le processus d'éducation et de socialisation des nouvelles générations. Toute la société est affectée par cette crise de civilisation, mais ses effets sont particulièrement sensibles dans les quartiers populaires. Quoi qu'il en soit, l'espace de proximité reste un espace incontournable pour qui veut s'attaquer à la résolution de la question sociale. Toutefois, l'histoire nous laisse entendre que dans cette action de proximité, il ne faut pas se tromper dans ses diagnostics et ses choix stratégiques. Les responsables des équipements de proximité et les responsables politiques locaux doivent se faire une idée aussi exacte que possible de la nature des problèmes actuels, non seulement dans l'espace de proximité, mais dans l'ensemble de la société. C'est cette vision d'ensemble pertinente qui a sans doute manqué aux pionniers des centres sociaux. L'action quotidienne dans l'espace de proximité ne peut être efficace que si elle est pensée en cohérence avec un projet politique d'ensemble pertinent, et si elle est poursuivie avec constance. Si l'espace de proximité est incontournable, si l'action à ce niveau est vitale, elle n'est pas suffisante. Pour résoudre ou résorber la question sociale, il faut agir et tenter de résoudre les problèmes qui se posent à tous les autres niveaux de fonctionnement de la société, s'attaquer aux causes structurelles de la question sociale, comme cela a été fait hier pour la question ouvrière. S'il n'y a pas de changement structurel au niveau général, les résultats qu'on peut obtenir sur le terrain restent fragiles, instables, voire illusoires. Mais c'est en partie dans l'espace de proximité que se forment les militants vraiment capables de travailler aux autres niveaux. C'est là, dans la vie quotidienne, que peut s'amorcer la formation de l'intelligence citoyenne du plus grand nombre. Nicolas Fasseur. La rue Mouffetard, lieu d'ancrage de pratiques d'éducation populaire ? Lorsque l'on s'intéresse à l'éducation populaire, la plupart des références que l'on trouve sont des ouvrages d'histoire des mouvements d'éducation populaire ou des biographies d'acteurs de ces mouvements. Aussi, il existe d'autres publications concernant des lieux où s'est forgée l'éducation populaire, généralement des lieux de formation ou de rassemblement. Mais une autre voie est possible, celle des histoires de vie explorées notamment par Jean-Louis Legrand et Gaston Pinault. Elle s'intéresse à d'autres lieux tels que les villages, les quartiers, les rues. Mais ici, pas d'illustres pionniers, ni de sanctuaires, seulement des anonymes et des espaces de vie. L'histoire ici racontée est celle du quartier de la rue Mouffetard, à Paris. Elle commence par les barricades de 1848 et de 1871 où pour se révolter, il faut apprendre, puis de 1905 à 1940 où se mêlent idéal politique et action sociale, ensuite de 1948 à 1968 où émerge un projet culturel et enfin de 1968 à 1978 où S' aggrave les conflits avec la municipalité. La cohésion d'un projet culturel et de la lutte avec le pouvoir permet, selon Alain Touraine, la dynamique d'un mouvement social. Le quartier de la rue Mouffetard a une longue tradition ouvrière et pourtant dans ce quartier, s'est produit un mouvement social. Ce paradoxe apparent d'un mouvement social ancré dans une tradition ouvrière est en fait le moteur qui entraîne la mémoire collective. Aussi, pour Maurice Halbwachs, la mémoire collective se repère dans l'espace. L'espace est une réalité qui dure, qui se conserve par le milieu matériel qui nous entoure, et l'espace urbain devient alors le support privilégié de la mémoire collective. L'espace urbain qui nous intéresse ici est celui de ce quartier. Il se situe dans le 5e arrondissement sur le versant sud-est de la montagne Sainte-Geneviève dont il garde l'un des aspects traditionnels de Paris de par ses rues sinueuses et étroites. Les transformations de Paris du baron Haussmann n'ont pas réellement atteint ce quartier, et on peut de ce fait observer lorsque l'on flâne dans ce quartier ses maisons typiques. Les rues croisant la rue Mouffetard ont conservé leur nom d'origine. Rue de l'Arbalète, rue du Pot de Fer, rue de l'Épée de Bois. La rue Mouffetard est l'une des plus anciennes de Paris, car dès l'époque gallo-romaine, c'était le point de départ de la route vers Lyon et Rome. Aussi, ce quartier a conservé pendant longtemps son statut de village qui s'appelait le bourg Saint-Médard. Il enjambe une rivière, la Bièvre qui est le lieu de travail des tanneurs et des brasseurs de Paris. Ce village devint au XVIIe siècle un quartier populaire érigé en faubourg et par la suite annexé à Paris en 1724. La plupart de ces faubourgs qui ceinturaient le centre de Paris
étaient des quartiers populaires accueillant un nombre croissant de populations miséreuses que l'on repoussait progressivement hors les murs au rythme des opérations d'urbanisme successives. Vinrent s'y ajouter à partir du XVIIIe siècle les grandes migrations de paysans venant des campagnes. En bas, dans l'église Saint-Médard construite au XIIe siècle et située sur la place de la Contrescarpe en bas de la rue Mouffetard, Sœur Rosalie et ses acolytes ouvrent des dispensaires pour soigner et porter secours aux indigents, aux pauvres du quartier. Lors de la Révolution française, l'église Saint-Médard devient pendant quelques mois un temple du travail. En haut de la rue Mouffetard, se trouve la rue Descartes où s'installe dès 1795, l'école polytechnique où amener la science au fondement de la République, est une belle idée que les X ont portée, suivie et défendue. Entre les sœurs charitables et l'institution républicaine, le quartier de la rue Mouffetard est un de ces lieux où émergeront, pendant le XIVe siècle, des revendications. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.